Et si le cloud, le cœur de notre monde numérique, était sur le point de quitter la Terre? Ça ressemble à de la science-fiction, je sais, mais c'est pourtant une réponse très sérieuse à une crise qui se joue en ce moment même, juste sous nos pieds. On va décortiquer ensemble ce concept fou, l'informatique orbitale. La question a l'air un peu extrême, dit comme ça, n'est-ce pas? Pourtant, elle touche au cœur d'un problème bien réel. La révolution de l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une histoire de code ou de logiciel. Non, c'est avant tout une crise d'infrastructure, une crise physique, qui met à rude épreuve les ressources les plus essentielles de notre planète. Pour bien comprendre, il faut regarder les chiffres. 415 TWh, c'est ce que les data centers consomment déjà cette année. Et attention, ce n'est que le début. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que ça pourrait tripler d'ici 2030. Très clairement, nos réseaux électriques ne sont pas du tout prêts pour ça. Mais l'IA n'est pas seulement une goinfre en électricité. Elle a aussi une soif incroyable. Pour refroidir tous ces processeurs qui chauffent, il faut de l'eau. Et pas qu'un peu, des quantités astronomiques. Juste aux États-Unis l'an dernier, 66 milliards de litres. C'est de l'eau qui entre en concurrence directe avec ce qu'il faut pour l'agriculture ou même pour notre consommation. Et voilà le vrai paradoxe. La demande pour l'IA, elle explose maintenant, tout de suite. Mais pour construire les infrastructures qui pourraient y répondre, eh bien, c'est incroyablement lent. Entre les permis, l'achat des terrains, la mise à niveau du réseau, on parle de plus de 5 ans. L'IA avance à la vitesse de la lumière et nous, on est à la traîne avec notre béton et nos câbles. On va creuser un peu ce problème. Cette crise de l'IA sur Terre, c'est vraiment une question de physique. L'intelligence artificielle a beau être virtuelle, son empreinte sur le monde réel, elle, est bien tangible. Et elle commence à peser très, très lourd. Si on résume, on a donc 3 freins majeurs. L'énergie, l'eau et le temps de construction. Ensemble, ils créent ce que les experts appellent un plafond de verre. Par exemple, en Virginie, dans ce qu'on surnomme l'allée des data centers, les réseaux sont tellement pleins que les nouvelles entreprises doivent attendre des années avant d'être connectées. En gros, la croissance de l'IA fonce droit dans un mur. Alors, quand on est face à un mur, que fait-on? On cherche une autre voie. Et si cette voie, cette fois, était vers le haut? C'est exactement ça, l'idée de l'informatique orbitale. Construire nos centres de données là-haut, dans l'espace, pour profiter des ressources quasi illimitées de l'ultime frontière. Quand on compare les deux, c'est assez parlant. Sur Terre, l'énergie solaire, il y a la nuit, il y a les nuages, l'eau pour refroidir est une ressource limitée et précieuse, et le terrain est cher et de plus en plus rare. Maintenant, regardons l'espace. Le soleil brille non-stop, le refroidissement se fait dans un vide glacial infini, et l'espace, il y en a à volonté. Le contraste est juste saisissant. En fait, l'avantage de l'espace repose sur 2 principes physiques tout simples. Le premier, c'est l'énergie solaire. Elle est constante, 24 heures sur 24, et même 30% plus puissante qu'au sol. Le deuxième, c'est le froid. Le vide spatial est à moins 270 degrés Celsius. C'est le radiateur parfait et en plus, il est gratuit. Sur le papier, c'est génial, non? Sauf qu'évidemment, il y a un mais, et il est de taille. Si l'idée physique de base est super élégante, la transformer en une vraie infrastructure qui fonctionne, c'est un défi d'ingénierie absolument monstrueux. C'est là que les choses se corsent vraiment. Premier casse-tête, comment on refroidit une puce dans le vide? Sur Terre, on a des ventilateurs. Dans l'espace, pas d'air, donc pas de ventilos. La seule solution, c'est de rayonner cette chaleur. La chaleur de la puce est transférée à une grande surface, un radiateur, qui va ensuite la diffuser dans le froid de l'espace sous forme de lumière infrarouge. Le principe est simple. Oui. Mais le vrai problème, c'est l'échelle. Pour évacuer la chaleur d'un seul data center d'1 gigawatt, il faudrait une surface de radiateur gigantesque. On parle de millions de mètres carrés. C'est une structure qui, si on la dépliait, serait plus large que le Burj Khalifa n'est haut. Imaginez construire et lancer un truc pareil. C'est un défi immense. Deuxième gros défi, les radiations. L'espace, c'est pas un environnement très sympa pour l'électronique. Normalement, les puces pour satellites sont durcies, c'est-à-dire blindées. Elles sont fiables mais très lentes. Totalement inutiles pour l'IA. Il faut donc utiliser des puces commerciales, celles qu'on a sur Terre, super rapides, mais aussi très vulnérables. La bonne nouvelle, c'est que des tests récents de Google ont montré qu'elles résistaient mieux que prévu. Ça ouvre la porte à des solutions logicielles plutôt que de devoir tout réinventer. Mais ces défis techniques colossaux n'arrêtent personne, loin de là. Une nouvelle course à l'espace vient de commencer. Mais cette fois, ce n'est pas entre pays, c'est entre des startups de la Silicon Valley, des géants de la tech et des consortiums aérospatiaux. Et il parie des milliards que ces problèmes peuvent être résolus.
Alors, qui on retrouve sur la ligne de départ? On a des startups très agressives comme StarCloud qui veulent aller très très vite, d'autres comme Etherflux qui ont un modèle un peu différent, un peu hybride. L'Europe est dans la course aussi avec le consortium Ascens, mais avec une approche plus prudente, et bien sûr les géants comme Google et Microsoft qui explorent tout ça de très près. Pour se rendre compte de l'ambition, il suffit de regarder la feuille de route de StarCloud. C'est juste fulgurant. Leur premier processeur en orbite dès 2025. Un an plus tard, un premier test avec un petit groupe de serveurs. Et l'objectif à terme, une fois que la fusée Starship sera là, des hyperclusters gigantesques à l'échelle du gigawatt. Mais toute cette technologie, toute cette ambition, tous ces milliards, en réalité, tout ça repose sur un seul et unique chiffre. Un nombre qui peut tout changer, qui conditionne toute la viabilité économique du projet. C'est le fameux point de bascule. Aujourd'hui, même avec le Falcon 9 de SpaceX qui a déjà bien fait baisser les prix, envoyer un kilogramme en orbite coûte encore environ 2700 $. Et à ce prix-là, lancer des tonnes et des tonnes de matériel, c'est juste beaucoup trop cher. Le modèle n'est pas du tout compétitif. Mais regardons un peu d'où on vient. Ce tableau met tout ça en perspective. À l'époque de la navette spatiale, on dépassait les 50 000 $ le kilo. Le Falcon 9 a divisé ce coût par presque 20. Et la prochaine étape, c'est une chute encore plus vertigineuse. Le voilà, le chiffre magique, celui que toute l'industrie attend. 100 $ par kilogramme. C'est l'objectif de coût pour la fusée géante de SpaceX, la Starship. Et si cet objectif est atteint, alors là, les règles du jeu changent du tout au tout. Pourquoi? Parce qu'à 100 $ le kilo, l'équation économique s'inverse complètement. Le coût unique pour lancer un serveur dans l'espace devient plus bas que le coût de l'électricité seule pour faire tourner ce même serveur sur Terre pendant 5 ans. L'investissement de départ devient rentable, tout simplement grâce à l'énergie solaire gratuite. On entre donc dans une période absolument critique. Les 5 prochaines années vont tout décider. C'est maintenant que se joue l'avenir de l'infrastructure d'Internet. Et 2 chemins très différents sont possibles. Le calendrier est assez clair. Dès 2025, on verra les premiers prototypes en orbite pour tester la techno. 2027, ce sera l'année de vérité pour Starship. Si la fusée tient ses promesses, on verra les premiers clients arriver vers 2029, probablement des gouvernements. Et puis 2030, ce sera la grande divergence. Soit le concept décolle et devient une part importante de notre infrastructure, soit il restera une technologie de niche, très chère et anecdotique. Pour conclure, cette idée de data centers en orbite, ce n'est pas un fantasme. C'est une réponse logique, même si elle est audacieuse, aux limites physiques bien réelles de notre planète. Si les défis techniques et économiques sont relevés, c'est la géographie même d'Internet qui pourrait changer. Une infrastructure qui ne serait plus attachée à un lieu sur Terre, mais qui flotterait au-dessus de nous tous. La question n'est plus vraiment de savoir si c'est possible, mais plutôt de savoir à quelle vitesse ça va arriver.